Comme chaque rentrée scolaire, un point est fait par l'inspection académique, mais aussi par les syndicats de l'éducation nationale. Et pour cette rentrée scolaire et suite aux années qui viennent de s'écouler, suite également aux réformes de l'éducation nationale prônant l'inclusion au sein des classes, j'ai eu envie de voir sur ce point précis comment s'est passée cette rentrée et découvrir un peu plus avec vous le rôle et les conditions de travail des AESH, dont on entend les revendications depuis quand même quelques années maintenant. C'est un reportage en 2 épisodes, on découvre le premier ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Brigitte Lacoste, inspectrice académique de la Mayenne, nous parler de cette question de l'accueil des enfants en situation de handicap, en sachant qu'un grand nombre d'enfants en Mayenne est en attente de pouvoir être accueillis en centre médical spécialisé et qu'un certain nombre d'élèves actuellement ne bénéficient pas du temps d'accompagnement d'une AESH nécessaire au sein des classes. C'est la première partie de ce sujet. Écoutez. La question de l'accompagnement des élèves en situation de handicap est une question qui nous mobilise. Nous souhaitons entamer un travail avec la Maison départementale de l'autonomie et l'ARS pour essayer de voir où sont les leviers. Aujourd'hui, il y a effectivement des enfants qui ne bénéficient pas de la totalité de l'accompagnement humain qui leur est notifié. Nous procédons à quelques recrutements encore sur les supports qui ne sont pas encore pourvus. Donc là, les derniers recrutements sont en cours et nous faisons vraiment le maximum pour faire en sorte que l'inclusion scolaire soit la meilleure possible pour ces enfants. Ça ne dépend pas que du ministère de l'Éducation nationale parce que ce sont des enfants qui ont aussi besoin de soins. Donc c'est vraiment un travail interministériel entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Et le partenaire aussi qui est évidemment incontournable pour nous, c'est le conseil départemental avec la Maison départementale de l'autonomie. Donc nous travaillons ensemble pour tenter vraiment de trouver le meilleur équilibre pour l'accueil des élèves. Vous le savez, la Mayenne est un département 100% inclusif, ça nous tient à cœur, donc nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons pour trouver tous les leviers et améliorer les situations qui méritent d'être améliorées. Effectivement, il y a des enfants qui auraient besoin d'une prise en charge médico-sociale, mais effectivement, il y a une difficulté à répondre à l'ensemble des besoins des enfants du département. Donc ces enfants sont parfois dans nos établissements avec soutien d'un dispositif Ulysse parfois, pas toujours, avec un AESH individuel souvent. Et donc effectivement, l'équilibre, il doit se rechercher à plusieurs en fait, avec le ministère de la Santé, qui donc est responsable du médico-social et ministère de l'Éducation nationale bien sûr, puisque nous accueillons les élèves et c'est bien sûr notre devoir. Et c'est vraiment un travail qu'on doit mener ensemble. Steph Godin, secrétaire départemental du SNUDIEFO 53. La situation est dramatique. La ministre démissionnaire Belloubet annonçait en conférence de rentrée 24 000 élèves qui étaient en attente d'une place en établissement spécialisé. En Mayenne, on est à 400 élèves qui sont en attente d'une place en IME, en ITEP, en service de soins, CESAD, en SECPA, si on prend les chiffres dans leur globalité. En IME, ITEP, voilà, on approche les 200 élèves en attente d'une place. La situation est catastrophique et elle est surtout honteuse parce que les conséquences sont parfois dramatiques pour les élèves, pour leurs familles et puis pour les personnels qui pensent porter une responsabilité, qui culpabilisent. La culpabilisation, on en a assez, quoi. On a l'habitude, avec ce gouvernement, avec ces gouvernements, des contre-feux. L'uniforme, le portable à l'école, le harcèlement, je ne dis pas que ce sont des non-sujets. Mais derrière ça, on a un gouvernement qui reste totalement sourd aux revendications. On va pouvoir y répondre avec les créations de postes, en donnant les moyens au personnel de pouvoir se pencher sur ce fléau. Avec une médecine scolaire, avec des psychologues scolaires, avec un RASED complet, avec des effectifs allégés pour pouvoir, nous, enseignants, nous occuper de nos élèves et d'être au plus près d'eux et de leurs besoins, quoi. Je suis Muriel Lageste, AESH à l'école Jules Ferry de Saint-Pierre-la-Cour. AESH depuis 13 ans, c'est ma 13e rentrée scolaire. Et donc représentante FO pour la Mayenne. Et les missions qui nous sont confiées sont de plus en plus larges et surtout avec des enfants, puisqu'on parle d'inclusion scolaire, pour respecter la loi de 2005 d'accueillir les enfants à l'école. Il y a de plus en plus d'enfants qui maintenant sont accueillis, puisque notamment il y a de moins en moins d'établissements spécialisés, ce qu'on appelle les IME, les ITEP entre autres, et donc des enfants qui avaient des soins nécessaires, des besoins particuliers. Il y a de moins en moins de places dans ces établissements-là, et donc on les accueille de plus en plus dans les établissements ordinaires, dans les écoles, j'avais envie de dire classiques. Donc effectivement, on est amené à avoir des profils d'enfants qui
sont de plus en plus variés, j'ai presque envie de dire difficiles quand même à prendre en charge. Moi, ce que j'ai connu déjà au tout début, il y a 13 ans, c'était plutôt des élèves en difficulté réelle d'apprentissage. Tout ce qu'on appelle les enfants dyslexiques, dyscalculiques, tous les dysorthographiques, etc. Où là, il fallait vraiment être plus là par rapport aux difficultés d'apprentissage des enfants. Bon, il y a aussi toujours ça, mais en plus, maintenant, de plus en plus, effectivement, des enfants dans les écoles où c'est plus des problèmes de comportement, de savoir être avec les autres, comment se comporter, et ce qui, effectivement, leur crée des problèmes d'apprentissage. On est sur les deux volets, mais on se confronte, j'ai envie de dire, nous, en tant qu'AESH, et avec les enseignants, évidemment, à ce type de profil d'élèves. Tout en sachant qu'il n'y a pas une vraie formation pour les AESH. Moi, j'ai connu rien comme formation, c'était il y a 13 ans. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais enseignante ? Je pense pas. Du jour au lendemain, on m'a demandé d'aller dans tel collège jouer ce rôle d'accompagner les enfants. Alors maintenant, depuis quelques années, il y a 60 heures en présentiel ou par visio, d'espèces de formation, j'ai envie de dire espèces de formation, ou de pseudo-formation, parce que de toute façon, on ne peut pas en 60 heures aborder tous les problèmes, toutes les difficultés, parler je sais pas, des handicaps physiques, du moteur, mental, de l'autisme, enfin voilà, et chaque enfant étant effectivement particulier, c'est sur le terrain qu'on est confronté et on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on ressent. Le profil des enfants en classe maintenant a changé. Donc ça demande d'ailleurs de notre part une grande adaptabilité et puis j'ai envie de dire parfois on fait comme on peut, on fait au mieux en partenariat avec les enseignants, quoi. Notre administration, notre employeur a opéré un tour de passe-passe via ce qu'on appelle la mutualisation des moyens, ce qui a été mis en place partout en France, ce qu'on appelle les PIAL, qui permet à notre employeur de diluer l'accompagnement des élèves. Je prends un exemple, un élève est notifié par la maison départementale de l'autonomie pour un accompagnement plein de 24 heures sur sa présence scolaire. L'administration va estimer qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle n'a pas suffisamment d'AESH et qu'elle n'arrive pas à recruter, en lien avec la précarité du métier. Et donc, elle va dire, pour cet élève, on va mettre 12 heures, mais les 12 autres heures, on va les mettre pour un autre élève. Et ce qui arrive à des situations assez hallucinantes, où on a des AESH qui accompagnent 1, 2, 3, 4, voire jusqu'à 10 élèves, sur des établissements parfois différents, et des élèves qui sont privés de cet accompagnement, qui est nécessaire pour eux, pour pouvoir suivre la classe et les apprentissages. Qu'effectivement, on a l'accompagnement qui est dilué et l'employeur affirme que tous les élèves qui ont besoin d'une AESH ont un accompagnant, sauf qu'en réalité, c'est faux. Ils n'ont pas l'accompagnement à laquelle ils ont droit, en fait, ces élèves. Ça place, en plus, les AESH dans des situations très difficiles. Alors, je le disais, l'accompagnement est un métier en soi. Il y a parfois des conditions difficiles dans l'exercice de l'accompagnement, mais aussi le fait d'être déplacé d'un établissement à l'autre pour aller accompagner 3 heures ici, 6 heures là-bas, etc. Dans le public et dans le privé, parce qu'il y a une mutualisation aussi à ce niveau-là, ce qui est assez ubuesque, et dans le premier et dans le second degré. On a des AESH qui exercent parfois en école et en collège. C'est un métier à part entière, les AESH devraient pouvoir aussi être spécialisés dans l'accompagnement. Tous les handicaps ne sont pas les mêmes, et donc tous les accompagnements ne sont pas les mêmes. Et donc on arrive au deuxième et dernier reportage qui revient sur cette rentrée scolaire 2024. On fait un focus aujourd'hui sur les missions et le statut des AESH, certainement trop méconnu malgré les revendications. Je ne crois pas que l'on perçoive assez l'importance et le quotidien de ces femmes essentielles au sein des classes de nos enfants. Pour cela, on a été rencontrer des acteurs locaux et on commence par l'inspectrice académique de la Mayenne, Brigitte Lacoste. Écoutez. Les AESH sont des personnels du ministère de l'Éducation nationale, donc leur statut, alors bien sûr, on peut toujours espérer encore une amélioration, mais il y a quand même eu des progrès parce qu'ils bénéficient maintenant de possibilités d'évolution. Voilà, les AESH peuvent accompagner les enfants sur la pause méridienne, donc maintenant c'est l'État qui prend en charge les AESH pendant la pause méridienne, ce qui fait qu'on augmente la quotité et donc ça permet une rémunération qui est un petit peu supérieure. Et puis donc les
AESH bénéficient de formation. Et ça, c'est très important aussi. C'est un progrès très important des dernières années. Dans le département de la Mayenne, le nombre d'AESH a été multiplié par un peu plus de 3 entre la rentrée 2017 et la rentrée 2024. Donc c'est quand même un effort important du ministère de l'Éducation nationale parce que l'accueil des enfants en situation de handicap, c'est vraiment une priorité du ministère de l'Éducation nationale. Steph Godin, secrétaire départementale du SNUDIEFO 53. Elles ne sont toujours pas considérées comme des professionnels par le gouvernement, puisqu'elles n'ont pas de statut de la fonction publique. Elles ont un salaire qui les place bien souvent sous le seuil de pauvreté. Ce seront à 98% des femmes qui sont obligées, au regard de leur situation extrêmement précaire, de cumuler des emplois, eux aussi précaires. Nous, ce qu'on revendique, effectivement, c'est un vrai statut, un vrai salaire, pour qu'on puisse avoir cette reconnaissance professionnelle qui est essentielle pour l'école. L'école doit pouvoir se doter de professionnels reconnus, et à travers ça, c'est le statut et c'est le salaire. Qu'elle puisse avoir, je vois sur le temps de présence élève sur l'école, c'est 24 heures, que ce soit considéré via le statut comme un temps plein, payé à 100%, et pas à 60% comme c'est le cas majoritairement aujourd'hui. Ce sont nos collègues, moi je suis enseignant, je suis professeur des écoles, et on travaille avec ces collègues-là. On a besoin des AESH pour pouvoir fonctionner dans les écoles. On retrouve maintenant Muriel Lageste, AESH au sein de l'école de Port-Briet et représentante syndicale FO, qui revient aussi sur le statut des AESH. Donc c'est un temps partiel imposé en fait. Donc en gros, les AESH touchent en moyenne 900 €, 950 € par mois. Ce qui explique que, par exemple, toutes mes collègues à Saint-Pierre-la-Cour font la garderie le matin et le soir, d'autres la cantine le midi, d'autres le ménage après à la sortie de la classe. Moi-même, j'ai une autre activité. Des collègues aussi le mercredi et pendant les vacances qui ne se reposent pas puisqu'elles sont en centre de loisirs. Donc, on est obligé de cumuler plusieurs emplois pour réussir à vivre. Ce qui explique aussi le manque d'AESH et le nombre de démissions criantes d'année en année. Donc, il manque des AESH, on ne les paye pas. Et quand il y a des AESH, effectivement, il manque l'enveloppe parfois budgétaire pour en recruter suffisamment. Muriel, est-ce que vous pouvez m'expliquer vos missions au quotidien, ce que ça représente ? Ça dépend vraiment des enfants. Moi, souvent, là, avec l'enfant en question, par exemple, je suis souvent au fond de la classe à observer. Le but du jeu, c'est quand même de rendre les enfants autonomes. Donc, on ne doit pas faire à leur place. On doit les aider, par exemple, à se mettre au travail quand ils ne le font pas d'eux-mêmes. Ça peut être très long, donc on va leur dire, voilà, se mettre à côté d'eux pour qu'ils se mettent en condition de travail. Il y a des enfants qui ont besoin, effectivement, qu'on leur réexplique les consignes. Donc, on va réexpliquer la consigne, mais ça dépend vraiment des besoins des enfants, quoi. Il y a des enfants qui comprennent assez vite, mais c'est plus un problème de comportement. Donc là, il va falloir parfois, des fois, sortir de la classe pour qu'ils puissent se poser, ou alors rester dans la classe et puis faire un temps calme, je sais pas, prendre un puzzle, 10 minutes, le temps de redescendre un petit peu. On a des enfants qui peuvent monter vite en pression, partir dans des colères. Donc on a tout ce rôle d'apaisement, d'écoute, pour faire en sorte que lui puisse ensuite, entre guillemets, quand même travailler, puisqu'on est à l'école. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ne pas gêner non plus les autres dans la classe. Et puis, permettre à la maîtresse, effectivement, d'avancer avec sa classe, quoi. Donc, la maîtresse propose le travail aux enfants. Et puis, nous, on essaye alors d'être discret, de ne pas gêner le cours, mais de faire en mieux pour que l'enfant puisse suivre, faire son travail quand c'est possible. Si c'est pas possible, le sortir. Et puis, avoir d'autres activités. Oui, vous vous adaptez finalement. On s'adapte plus. Donc, c'est vraiment un travail, effectivement, de confiance aussi avec les maîtresses et de relation. Il faut dire les choses, quoi. Faut savoir aussi, en tant qu'AESH, se remettre en question, évidemment. Écouter la maîtresse, c'est elle qui gère sa classe, quoi. Et puis, de faire au mieux en fonction de ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on devine. Après, l'enfant, on voit très bien quand on le connaît, est-ce qu'il faut que j'y aille ? Des fois, une simple présence accroupie de l'enfant peut simplement l'apaiser. Et puis parfois, il faut carrément l'extraire de la classe, proposer autre chose, sortir, jouer au ballon. Vous croisez d'autres AESH au quotidien, mais vous avez également des retours en tant que représentante syndicale. Je reçois des coups de fil en tant que représentante FO d'AESH parfois très fatigués, parfois désabusés. Il y a des gens qui démissionnent. Faut savoir quand même qu'il y a des AESH qui peuvent
Subir des violences physiques, verbales, bon ça c'est classique, mais ça arrive, violences physiques, enfin donc c'est... Oui, non, c'est pas forcément simple. Et alors Muriel, pour terminer, et avec vos mots, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous demanderiez en tant qu'AESH pour revaloriser ce métier ? Bon, évidemment, on va pas se mentir, hein, si on gagnait quelques centaines d'euros de plus, ça aiderait, parce que 900 euros, c'est clair qu'on peut pas vivre, enfin personne ne peut vivre comme ça. Il faudrait un recrutement d'AESH, et il en manque plus d'une centaine, ne serait-ce que dans la Mayenne, pour que les besoins des enfants soient vraiment reconnus. Enfin, un statut, parce qu'effectivement, quelqu'un qui décide de démissionner ou qui peut éventuellement, si problème, être licencié, n'a pas droit forcément au chômage. Donc on n'a droit à rien, droit de se taire. Donc effectivement, une reconnaissance et surtout une formation aussi. Ça pourrait être très intéressant et c'est lié au statut en fait. Si on reconnaît un statut aux AESH, une utilité quelconque, une formation digne de ce nom avec effectivement de la réelle formation avant de commencer, pendant, enfin... Il n'y a pas non plus de remplaçants chez les AESH. Donc, c'est-à-dire qu'on s'interdit d'être malade. Hein. C'est clair qu'on va bosser si on sait qu'on a un enfant avec des gros problèmes de comportement. Si on est malade, bon, si on est couché, voilà. On sait très bien que la journée va être compliquée à l'école. Donc, c'est déjà la catastrophe chez les enseignants peu remplacés. Donc là, les AESH, il n'y en a pas du tout. Donc, il faudrait effectivement un recrutement, une enveloppe digne de ce nom. On connaît les besoins. On sait que ça ne va pas aller en s'améliorant puisqu'ils ferment de plus en plus les établissements spécialisés, donc c'est toute une question de politique, de choix, de budget. Mais on parle d'enfants en situation de handicap, on parle de besoins dans l'école, et puis voilà, l'école de la réussite, effectivement, et de l'inclusion scolaire, mais donnez-nous les moyens, et là on fera ce qu'on pourra et au mieux, quoi.